En 714, après la mort de Pépin, le roi mérovingien Dagobert III est relégué au second plan, sans aucune influence réelle sur les événements. Pour prendre la suite du maire du palais, ses héritiers vont s'entre-déchirer. Deux clans vont s'affronter, mais une figure va émerger. Charles, futur Charles Martel, qui ressortira victorieux et imposera sa domination sur tout le monde franc. À la conquête de l'histoire. Au cœur de la crise dynastique qui fait suite à la mort du maire du palais, se trouve la rivalité entre les deux épouses de Pépin. Plectrude, la première épouse, légitime, et Alpaïde, la seconde. Plectrude avait eu deux fils avec Pépin. Drogon, décédé en 709, laissant 4 jeunes fils, et Grimoald. Ce dernier n'a pas d'enfant légitime, mais a un fils illégitime, Théodobald, âgé de 6 ans en 714. De son côté, Alpaïde est mère de Charles, qui a une trentaine d'années. Autour des deux femmes se forment deux clans rivaux. Celui de Plectrude, soutenu par Lambert, l'évêque de Maastricht, et celui d'Alpaïde, appuyé par son frère Dodon, haut fonctionnaire de Pépin. Les tensions entre ces factions ont déjà conduit à un drame en 705. Lambert, fervent opposant au concubinage, pratique pourtant courante chez les Mérovingiens, refuse publiquement de bénir une coupe offerte à Alpaïde lors d'un banquet, l'humiliant devant tout le monde. En représailles, Dodon envoie ses hommes attaquer un domaine de Lambert à Liège. Après une première escarmouche meurtrière, Dodon lance une seconde attaque nocturne le 17 septembre 705, au cours de laquelle Lambert est tué. Pépin reste lui indifférent à cet assassinat. Malgré ces événements, les deux femmes continuent leur lutte d'influence pour favoriser leurs fils respectifs. Étonnamment, ces derniers restent discrets dans les chroniques. Grimoald, en tant que fils de l'épouse principale, semble le mieux placé pour succéder à son père comme maire du palais, fonction devenue héréditaire grâce à la puissance des Pipinides. Pendant ce temps, Charles, le fils d'Alpaïde considéré comme concubine, ne reçoit aucune charge officielle de son père, contrairement aux fils de Plectrude qui obtiennent des positions importantes. Bien qu'ayant entre 25 et 30 ans en 714, Charles reste curieusement absent des chroniques de l'époque, soulevant des questions sur les raisons de cette mise à l'écart. La seule chose que Pépin semble avoir accordée à son fils est une épouse, probablement vers 700, quand Charles avait environ 16-17 ans. Le nom de cette femme, Chrotrude, n'a été découvert qu'au XVIIe siècle par l'historiographe Adrien de Valois. Deux indices confirment son identité. Charlemagne nommera sa fille aînée Chrotrude, probablement en l'honneur de sa grand-mère, et son nom figure parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Corbie. De son union avec Chrotrude, Charles a au moins un fils avant 714, Carloman, né entre 105 et 110. Plus tard naîtront Pépin, le futur Pépin le Bref, et une fille nommée Iltrude. Charles aura également d'autres enfants illégitimes, dont un certain Griffon. En 714, alors que Pépin de Herstal est gravement malade à Jupille, son fils Grimoald est assassiné par un certain Randgar lors d'une visite à la basilique Saint-Lambert. Cet événement est catastrophique pour Plectrude, car il a anéanti ses ambitions politiques et favorise Charles, le fils d'Alpaïde, sa rivale. Le maire du palais, affaibli par la maladie, réagit en faisant exécuter plusieurs personnes et en enfermant Alpaïde au monastère d'Orpense. Il désigne le jeune Théodobald, le fils de Grimoald, âgé de 6 ans, comme maire du palais de Neustrie, ce qui laisse la porte ouverte à Charles pour occuper le poste de maire du palais d'Austrasie. Après la mort de Pépin, Plectrude prend le pouvoir et fait emprisonner Charles à Cologne. Le considérant visiblement comme peu menaçant, elle ne le fait ni assassiner, ni tonsurer.
À l'ouest, la disparition de Pépin réveille les velléités d'indépendance des Neustriens, soumis depuis 25 ans à la tutelle austrasienne. Les grandes familles de Neustrie refusent de reconnaître Théodobald comme maire du palais. Plectrude organise alors une expédition punitive vers la Neustrie, accompagné du roi Dagobert III et de l'enfant maire du palais Théodobald. Cette campagne, qui ressemble à une expédition punitive, lors de laquelle tout est brûlé, pillé et détruit, échoue lamentablement dans la forêt de Compiègne le 26 septembre 715. L'armée austrasienne est massacrée. Plectrude et Théodobald parviennent à s'enfuir à Cologne, mais les Neustriens récupèrent le roi Dagobert III. Libérés du joug austrasien, les Neustriens élisent Ragenfred comme maire du palais. Celui-ci lance des représailles en territoire austrasien, et à la mort de Dagobert III en juin 715, Ragenfred écarte son fils Thierry et installe sur le trône un moine nommé Daniel, prétendument fils de Childéric II, qui prend le nom de Chilpéric II. Pour renforcer sa position, Ragenfred lance une expédition de représailles et s'allie aux ennemis traditionnels des Francs, les Saxons et les Frisons. Les Saxons envahissent le territoire des Francs ripuaires, tandis que les Frisons, du roi Radbod, remontent le Rhin vers Cologne où se trouve Plectrude. Cette dernière, dont le petit-fils Théodobald est mort peu après la défaite de Compiègne, se retrouve dans une situation critique, d'autant plus que Charles s'échappe de sa prison de Cologne et entre véritablement en scène. L'évasion de Charles Martel de sa prison de Cologne reste mystérieuse, car les chroniques contemporaines sont peu loquaces sur cet événement. Toutefois, l'une des hypothèses les plus plausibles serait que Plectrude elle-même l'ait libéré. Sa situation était en effet critique, après avoir perdu en un an son fils Grimoald, son mari Pépin et son petit-fils Théodobald, ainsi que le roi Dagobert. Face aux menaces communes que représentaient Ragenfred, le roi frison Radbod et les Saxons, Charles pouvait devenir un allié précieux. D'ailleurs, aussitôt libre, il s'engage dans la lutte contre ces ennemis-là plutôt que contre Plectrude. Les annales de Metz, qui relatent l'entrée en scène de Charles, le décrivent comme l'homme providentiel, le soleil qui renaît plus brillant après une éclipse. Elles le décrivent comme le défenseur le plus fort du peuple. Ses débuts militaires sont pourtant modestes. Avec une troupe improvisée de partisans des Pipinides, il affronte d'abord Radbod, mais subit une lourde défaite. Les chroniques du continuateur de Frédégère rapportent qu'il subit là une perte considérable d'hommes énergiques et nobles, et dut battre en retraite. Charles se réfugie alors dans les forêts des Ardennes, où il reconstitue une force composée de mercenaires, brigands et vagabonds, certains venus de Thuringe et de Bavière. Il n'est alors qu'un chef de bande menant des actions de guérilla contre les Neustriens de Ragenfred et les Frisons de Radbod. Pendant ce temps-là, à Cologne, Plectrude voit sa situation empirer. Ragenfred, accompagné de Chilpéric II, assiège la ville, cherchant à récupérer une partie du trésor de Pépin. Plectrude finit par céder un grand trésor pour obtenir leur départ. Radbod, quant à lui, chargé de butin, retourne en Frise. Il est désormais maître de toute la Frise méridionale. Sur le chemin du retour vers la Neustrie, Ragenfred et Chilpéric II sont attaqués par surprise par Charles, dans la vallée de l'Amblève, près de Stavelot, à l'été 716. Cette bataille révèle les talents militaires de Charles pour la guerre d'embuscade, mêlant ruse, rapidité et surprise, une tactique parfaitement adaptée au terrain accidenté et boisé des Ardennes. Les annales de Metz offrent un récit coloré de cette bataille, évoquant le prévoyant prince Karl, observant les Neustriens depuis les hauteurs où il a divisé sa petite armée en plusieurs groupes. Charles a une centaine d'hommes avec lui. Un stratagème audacieux aurait semé la panique chez l'ennemi. Un cavalier fonçant seul avec une branche attachée à la queue de son cheval pour soulever un nuage de poussière, tout en criant « Karl arrive, Karl arrive !» avant de se replier pour attirer les Neustriens dans les bois où les Austrasiens préparent une embuscade. Pris par surprise, les Neustriens sont décimés, leurs pertes sont considérables. Charles Martel poursuit son ascension par une guérilla acharnée contre les Neustriens. Sa troupe hétéroclite comprend des éléments d'Austrasie mais aussi d'Alémanie, de Bavière et de Bourgogne.
brigands, moines défroqués, esclaves fugitifs et paysans, plus motivés par le butin que par la fidélité. Parmi ses principaux lieutenants figure son frère Childebrand et Milon, fils de l'évêque de Trèves. Milon, qui sera par la suite évêque de Trèves puis archevêque de Reims, est un personnage controversé, décrit comme un ecclésiastique débauché et violent, mais guerrier dévoué. Il sera pendant 20 ans de toutes les batailles de Charles Martel. Ainsi, avec sa bande de hors-la-loi et son évêque batailleur, Charles fait un peu figure de Robin des Bois escorté de petits gens, luttant contre l'usurpateur avec des moyens peu glorieux. Cette campagne dans les Ardennes et la vallée de la Meuse s'accompagne de destructions massives. De nombreux ermites, religieuses et monastères sont victimes de ces violences. C'est durant cette période que Charles forge sa réputation de guerrier redoutable. L'objectif de Charles Martel est avant tout de restaurer les Pipinides au pouvoir en Austrasie, en se présentant comme le seul héritier légitime de son père Pépin. Pour y parvenir, il s'appuie sur le réseau monastique établi par sa famille, tandis que Ragenfred adopte la même tactique en Neustrie. Cette lutte pour le contrôle des institutions religieuses perturbe considérablement la vie des diocèses, entraînant une succession chaotique d'évêques souvent peu pieux. C'est cependant sur le champ de bataille que va se décider le sort du conflit. Après sa victoire à Amblève, Charles Martel poursuit sa conquête du pouvoir dans un royaume plongé dans l'anarchie. En Neustrie, Chilpéric II règne nominalement, mais son autorité est contestée. À Cologne, Plectrude, veuve de Pépin de Herstal et belle-mère de Charles, conserve une partie du trésor royal et maintient sa position ambiguë. En Bourgogne, l'évêque Savaric d'Auxerre profite des troubles pour se tailler un territoire indépendant. Dans ce contexte chaotique, Charles étend progressivement son influence, ralliant des fidélités par des dons et terrorisant les opposants. Sa réputation de chef impitoyable grandit. Lors de son approche de Verdun, l'évêque Pépot, effrayé, convainc les habitants de se soumettre. Un épisode significatif se déroule à Reims, ville symbolique où réside l'archevêque Rigobert, le parrain de Charles. Malgré ses liens personnels, lorsque Charles arrive aux portes de la cité et demande à entrer, Rigobert, méfiant, refuse de lui ouvrir, craignant les pillages qui ont suivi les précédentes conquêtes de Charles. Furieux, ce dernier juge de se venger s'il revient victorieux. Ne pouvant s'attarder pour un siège, Charles poursuit sa route vers le nord-ouest. Il reçoit la soumission de Laon avant de rencontrer les forces ennemies près de Cambrai, au lieu-dit Vinchy, où l'Escaut dessine un large méandre. L'armée de Charles se positionne sur la rive droite, tandis que les Neustriens occupent la rive opposée. Avant l'affrontement, Charles tente de négocier. Il est prêt à reconnaître Chilpéric comme roi légitime, à condition que Ragenfred soit évincé et que lui-même retrouve la position qu'occupait son père Pépin. Mais la tentative de négociation échoue. Charles Martel ordonne alors à ses hommes de traverser l'Escaut. Nous sommes le 21 mars 717, dimanche des Rameaux. Au lieu d'emprunter les gués ou un vieux pont romain très étroit, des passages solidement gardés par les Neustriens, les Austrasiens jettent à la hâte un pont de fortune fait de troncs d'arbres et traversent l'Escaut, puis se jettent avec fureur sur l'ennemi. Aucune tactique particulière, c'est la mêlée, sauvage et longtemps indécise. Finalement, l'armée neustrienne cède. Chilpéric et Ragenfred fuient le champ de bataille. Malgré de lourdes pertes des deux côtés, la victoire de Charles est complète. Les chroniqueurs y voient un jugement divin, mais les annales de Metz offrent une explication plus pragmatique. Les troupes de Ragenfred étaient composées de soldats inexpérimentés, tandis que celles de Charles étaient aguerries par des mois de guérilla. Après sa victoire décisive à Vinchy en 717, Charles Martel poursuit donc sa stratégie d'affirmation du pouvoir. Il se lance immédiatement à la poursuite de ses adversaires vaincus, Chilpéric II et Ragenfred, qui fuient vers Paris. Quand Charles entre dans la capitale, ses ennemis ont déjà pris la direction d'Angers pour Ragenfred et du sud-ouest pour Chilpéric.
Jugeant plus sage de consolider d'abord sa position en Austrasie, Charles retourne vers l'Est. Sur son chemin, il prend le soin d'asseoir son autorité en remplaçant les opposants par des fidèles. À Reims, il met à exécution sa menace contre l'archevêque Rigobert, qui lui avait refusé l'entrée dans la ville avant la bataille de Vinchy. Malgré leurs liens personnels, Charles exile son parrain en Aquitaine et nomme à sa place Milon, un simple tonsuré qui l'avait suivi à la guerre. Selon Flodoard, chroniqueur et archevêque de Reims au Xe siècle, cette nomination illustre le mépris de Charles pour les valeurs ecclésiastiques, privilégiant la fidélité politique aux qualités morales. Une fois de retour à Cologne, Charles affronte sa belle-mère, Plectrude, retranchée dans le palais avec ce qui reste du trésor de Pépin. Devenue impopulaire, elle n'a plus de soutien et doit céder aux exigences de son beau-fils qui s'empare du trésor. Elle finira ensuite ses jours dans un couvent. Fin 717, Charles est maître absolu de l'Austrasie avec le titre de maire du palais. Mais il lui manque la légitimité. Malgré la brutalité de l'époque, le royaume mérovingien reste un état de droit, où les règles du pouvoir sont essentielles. Charles semble y être particulièrement attaché. Pour consolider sa position, il a besoin d'un roi. Chilpéric II étant en fuite, Charles choisit un autre mérovingien, probablement un fils de Thierry III, qui devient Clotaire IV, roi d'Austrasie. En 718, Charles se tourne vers l'Est, et il lance une expédition contre les Saxons jusqu'à la Weser, peut-être en représailles de leur soutien à Ragenfred. Cette campagne suit le schéma classique des interventions franques en territoire saxon. Incendie de villages, destruction de récoltes, prélèvement de tribus et capture d'esclaves. Sans résultat durable face à un ennemi qui refuse l'affrontement direct. Charles obtient plus de succès contre les Frisons, réussissant à réoccuper la partie sud de la Frise après la mort de leur chef Radbod en 719. La même année, Charles doit faire face à une nouvelle menace au sud-ouest. Chilpéric II et Ragenfred ont conclu une alliance avec le puissant duc d'Aquitaine, Eudes. Après avoir reçu de riches présents, ce dernier rassemble une armée et rejoint les forces neustriennes à Paris. Ensemble, ils marchent vers l'Austrasie et reprennent les villes conquises par Charles. Bien que malade, le maire du palais d'Austrasie rassemble ses troupes et par marche forcée se dirige vers Soissons. Le 14 octobre 719, il surprend ses ennemis près de Néry, entre Soissons et Senlis. Une bataille s'engage et se solde par une nouvelle victoire de Charles Martel. Les raisons de ce succès demeurent obscures. Dissensions entre Aquitains et Neustriens, supériorité numérique austrasienne ou valeur personnelle de Charles, personne ne sait. Mais il sort encore grandi de cette bataille. Après leur défaite, les coalisés se séparent définitivement. Ragenfred retourne à Angers, où il dirigera son duché de façon quasi indépendante jusqu'à sa mort vers 735, tandis que Eudes et Chilpéric s'enfuient vers Toulouse via Paris et Orléans. Le roi mérovingien devient ainsi l'otage du duc d'Aquitaine, qui pourra l'utiliser comme monnaie d'échange dans ses futures négociations avec Charles Martel. Suite à la défaite de ses adversaires, Charles devient le maître incontesté du royaume franc, assumant le rôle de maire du palais de Neustrie et d'Austrasie. Une complication survient lorsque Clotaire IV, le roi que Charles avait installé, meurt peu après la bataille de Néry en 719. En quête de légitimité, Charles envoie son fidèle Milon à Toulouse pour négocier avec Eudes d'Aquitaine, lui proposant une alliance en échange de la livraison de Chilpéric II que Charles reconnaîtrait comme roi unique. Milon met en avant la puissance de Charles, arguant qu'il pourrait venir chercher Chilpéric par la force si nécessaire. Face à ce dilemme, Eudes, ne voulant pas risquer la sécurité de l'Aquitaine pour un roi devenu encombrant, décide de livrer Chilpéric et son trésor à Milon en échange d'un traité d'alliance. En 720, Chilpéric II est ramené à Noyon, où Charles l'accueille respectueusement, mais le maintient prisonnier dans le palais. Après avoir résolu ce problème et fait la paix avec Eudes, Charles lance une nouvelle campagne contre les Saxons rebelles, qui sont défaits, mais encore une fois temporairement. L'année suivante, Chilpéric II meurt de maladie,
Charles cherche alors un nouveau roi et trouve au monastère de Chelles un fils de Dagobert III âgé de 8 ans, qu'il intronise sous le nom de Thierry IV. Ce jeune roi régnera pendant 16 ans sous la tutelle de Charles. En 723, la position de Charles Martel est solidement établie. Il contrôle l'ensemble du royaume franc et le roi Thierry IV. Ses ennemis intérieurs sont neutralisés. Eudes d'Aquitaine, occupé par la menace sarrasine qu'il a repoussée à Toulouse en 721, n'est plus une menace. Les Frisons sont sur la défensive depuis la mort de Radbod. Seuls les Saxons demeurent problématiques, ce qui pousse Charles Martel à s'appuyer non seulement sur la force militaire, mais aussi sur l'action missionnaire pour les soumettre. Il commence ainsi une collaboration avec le missionnaire anglo-saxon Boniface, envoyé par le pape. C'est cette collaboration entre les deux hommes qui mettra en lumière deux aspects de la personnalité de Charles Martel. Le guerrier redoutable et le chrétien contesté.